Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette seconde séance sur la vulgarisation de la période révolutionnaire de 1787 jusqu'à 1799. On s'était laissé la dernière fois quant à la convocation ostensible euh, des parlements d'une part et de l'Assemblée des notables d'autre part. Et devant cette impossibilité de réformer, Louis XVI avait été contraint de convoquer les États généraux. Alors on verra au cours de cette séance plusieurs points. Déjà, on va parler de ces fameux États généraux. On parlera dans la foulée de la prise de la Bastille, la célèbre prise de la Bastille. On va essayer de ne pas trop rentrer dans toute la mythologie qui tourne autour de cette journée-là. On parlera ensuite de l'été de la Grande Peur, avec notamment l'abolition des privilèges, la déclaration des droits de l'homme. Et puis on terminera par tout le clivage gauche-droite qui apparaît au moment on va dire, la controverse ou la polémique quant au droit de veto qu'on laissera au roi. Et en dernier lieu, on parlera effectivement de l'émergence d'autres forces politiques plutôt officieuses, mais qui joueront un grand rôle durant la Révolution. Alors, justement, on va commencer les États. On sait que les trois ordres sont représentés. On sait qu'ils sont représentés, alors là pour le coup, dans le lieu du pouvoir, c'est-à-dire à Versailles, mais sorti de ça, on ne sait pas grand-chose. Tout ce qu'on sait, c'est que la dernière fois qu'ils ont été organisés, ces états généraux, ça date quand même de 175 ans avant la Révolution. À cette époque-là, d'ailleurs, on ne parle pas de Révolution. Donc la dernière fois, c'était sous Louis XIII. Et sorti de cette information-là, vu qu'il n'y a pas de système d'archivage comme on en verra naître au XIXe siècle et comme on en verra se perfectionner au XXe et au XXIe siècle, on n'a pas spécialement de traces de comment ça s'est organisé. Et c'est là toute la première question. Comment on va faire ces états généraux? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Louis XVI, au moment où il convoque ces états généraux, il demande à tous ses sujets de faire parvenir à Versailles les documents qu'ils auraient en leur possession pour permettre l'organisation de ces états généraux. Bon, alors il demande bien évidemment pas problématique, parce que personne n'a les mêmes. Ah oui, on avait bien vu que Louis XVI, lui, sa volonté en convoquant les états généraux, c'était de lever l'impôt pour les deux ordres privilégiés.
et puis on va dire mettre fin à une situation économique déplorable. On rappelle que la France était pas loin de la banqueroute à cette époque-là. Donc Louis XVI, il veut lever l'impôt. A contrario, les deux ordres privilégiés, la noblesse et le clergé, eux, surtout, ils veulent pas en payer. Ça, c'est la base. Mais en plus, chacun des deux ordres a aussi des petites revendications. On a vu que la noblesse voulait récupérer du pouvoir sur le roi. Et le clergé, il a probablement aussi des choses à dire au roi quant à l'édit de tolérance dont on avait parlé la dernière fois, de 1787, qui donnait un accès aux protestants à l'état civil, ce qui fragilise forcément la position de l'Église catholique. Et puis enfin, il y a le tiers-état. Et c'est peut-être là que c'est le plus complexe, parce que le tiers-état, on a vu que c'était une masse informe. hein. Alors, il y a de tout dans le tiers-état. On a vu, il y a de la petite paysannerie, de la grande paysannerie, du petit ouvrier à l'ouvrier qualifié, du petit patron au grand patron de manufacture. Pareil dans la bourgeoisie, du journaliste, de l'avocat, mais aussi du grand négociant, du grand banquier. Donc ça fait de ce tiers-état une masse tout à fait hétérogène et qui forcément a des intérêts qui divergent. hein. Néanmoins, il y a quelqu'un, l'abbé Sieyès, qui va résumer un peu tout ce pot pourri, si je peux me permettre l'expression, en trois phrases. Parce que le tiers-état, c'est quand même 96% de la population. Alors il va écrire un document qui s'appelle Qu'est-ce que le tiers-état? Et dans lequel il va dire Qu'est-ce que le tiers-état? Tout. Oui, 96% de la population, c'est quasiment la totalité de la population. Donc, qu'est-ce que le tiers-état? Tout. Qu'a-t-il été jusqu'alors? Rien. Et qu'aspire-t-il à devenir? Quelque chose. C'est à peu près aussi vaste que le tiers-état lui-même, mais ça résume bien en tout cas la situation. Et le problème, justement, ça va être la représentation de ce tiers-état. Parce que, comme je le disais, on appelle à Versailles, pour les États généraux, on appelle les trois ordres par délégation, par députation. C'est-à-dire qu'en local, on va élire des députés qui vont partir à Versailles. Et le problème du tiers-état, justement, c'est ces fameux 96%. Parce que en représentant 96% de la population, il paraît injuste à nombre de membres justement de cet ordre d'avoir le même nombre de députés que les autres. Alors on va commencer par proposer, alors non pas une représentation au pourcentage près, mais on va demander à ce que la députation du tiers-État soit doublée. C'est-à-dire qu'on ait 2 fois plus de députés que les autres ordres dans le tiers-État. Et la deuxième revendication, c'est justement la manière dont on va voter. Parce qu'on s'aperçoit en fouillant dans les archives que dans les précédents États généraux, on votait par ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la noblesse se réunit, et collégialement, la noblesse a une voix. Le clergé va se réunir également et collégialement aura également une seule voix. Et enfin, le tiers-État, qui aussi collégialement va se retrouver et délibérer, n'aura qu'une voix. Et ça pose un gros problème. Parce que la noblesse et le clergé, comme on l'a vu, ils ont des intérêts qui convergent parfois. Donc ils trouveront toujours un terrain d'entente. Le problème, c'est que le tiers-État risque de se retrouver régulièrement le bec dans l'eau. Une voix contre deux, c'est très mal parti. Alors ce qu'on va proposer, c'est de faire un système de vote non pas par ordre, comme on faisait jusqu'alors, mais par tête. C'est-à-dire que un député de la noblesse a une voix, un autre député de la noblesse a une voix, et pareil pour tous les députés. C'est-à-dire que si vous avez 300 députés de la noblesse, ils ont 300 voix. Si vous avez 300 députés du clergé, ils ont 300 voix. Et si vous avez 600 députés du tiers-État, ils ont 600 voix. C'est-à-dire que là, on offre la possibilité, en proposant cela, que le tiers-État pèse enfin dans la balance, mais aussi que s'il y a des personnes, entre guillemets, minoritaires dans leur ordre, on se rappelle notamment du haut clergé et du bas clergé dont on a parlé la fois précédente, des fois on a vu que le bas clergé avait des intérêts qui pouvaient être proches de celui du tiers-État, tandis que le haut clergé était généralement issu de la noblesse, donc était plutôt proche des intérêts de cet ordre-là. Donc on pourrait peut-être permettre justement à certaines voix,
un peu dissidentes dans leur ordre, d'avoir également voix au chapitre. Le problème, c'est que cette proposition est faite au Parlement et que les parlements, comme à leur accoutumée, refusent littéralement les deux propositions. Alors les débats s'enveniment, il y a un peu de tension qui se crée, un petit peu de violence par-ci et par-là, mais du coup, à la suite de nombreux débats, les parlements finissent par accepter le doublement du nombre de députés pour le tiers-État, c'est-à-dire 2 fois plus de députés que les autres ordres. Par contre, ils refusent de se prononcer sur comment on va voter, hein, par ordre ou par tête. Pareil, Louis XVI, quand on l'interroge, de son côté, il accepte le doublement du nombre de députés, mais pareil, il ne se prononce pas sur la question du vote. Alors, du coup, pour le tiers-État, ça avance pas spécialement la situation, parce que à quoi bon avoir 2 fois plus de députés que les autres ordres si on vote par ordre? Aïe, si vous avez 800 députés au lieu de 400, mais que à la fin ça vaut quand même que pour une voix, ça n'a aucun sens. Mais la question du vote, justement, par tête, reste quand même dans toutes les têtes, hein, parce que pour l'instant, personne n'a délibéré. Et on va voir émerger une frange de la population, alors qui vient de l'élite, hein, il n'y a pas de petit ouvrier, il n'y a pas de petit paysan, ou voilà. Non, c'est un parti qui viendra de l'élite, un regroupement de personnes exactement, inspiré très largement des idées des Lumières, hein, faut pas se voiler la face, avec peut-être quelques dissidents à l'intérieur. On voit émerger donc le Parti patriote. Le Parti patriote, de quoi est-il composé, ou plutôt de qui est-il composé? Alors on va voir rapidement les figures de proue de ce Parti patriote, hein. On pense à Mirabeau, le comte de Mirabeau, donc c'est de la noblesse. Le comte de Mirabeau qui sera, on peut le dire, une des premières figures de proue de la Révolution française, hein. C'est pas, c'est pas souvent ce nom-là que l'on retient, pardon, quand on parle de Révolution française, et pourtant, c'est, si je peux me permettre l'expression, la première star de la Révolution française. Dans un autre registre, on a le marquis de Lafayette. Le marquis de Lafayette, c'est pareil, il a une prestance incroyable parce que c'est le héros qui revient de la guerre d'indépendance américaine. Donc symbole de liberté, avec plein d'idées nouvelles dans son cabas, et qui va d'ailleurs être, on va dire, la deuxième figure de proue de ce début de Révolution française. À leur côté, dans ce parti patriote, on trouve Sieyès, l'abbé Sieyès, dont on parlait il y a quelques instants, avec son fameux document Qu'est-ce que le tiers-État, hein, tout, qu'a-t-il été jusqu'alors? Rien, qu'aspire-t-il à devenir? Quelque chose. C'est l'abbé Sieyès, donc il fait partie du parti patriote. À la base, c'est un homme qui vient du clergé, l'abbé. Mais on va voir que ça va pas être aussi clair et simple que ça, parce qu'il y aura peut-être des revirements de situation. À leur côté, on trouve également Condorcet. Alors même si ça vient pas directement de lui au moment de la Révolution française, c'est grâce à lui qu'on adoptera justement pendant cette période le système métrique, hein. C'est-à-dire que si on parle en centimètres, mètres, kilomètres aujourd'hui, ça remonte à cette période-là, et c'est notamment sous la très grande influence, pardon, de Condorcet. Ensuite, on va peut-être aller un petit peu plus vite, mais on a toujours un autre membre du clergé, Talleyrand. Dans la noblesse, on a le Pelletier de Saint-Fargeau. On a ceux qu'on appellera plus tard, mais un petit peu plus tard, hein, pas pendant cette séance-là, ceux qu'on appellera le triumvirat, en référence à la Rome antique, hein. Donc on a Barnave, Duport et Lameth. Et enfin, je disais qu'ils étaient inspirés globalement des idées des Lumières, certes, mais je disais aussi que certains étaient, entre guillemets, des dissidents. Et par exemple, comme membre dissident des Patriotes, on a le duc d'Orléans. Et le duc d'Orléans, c'est pas n'importe qui, puisque c'est le cousin de Louis XVI en personne. Et il le déteste. Donc, voilà, ce parti patriote va commencer à émerger, fin 87, début 88. Ils vont commencer à se regrouper. Alors, au début, c'est pas un groupe formel, hein, mais tout au long de l'année 88 et au début de l'année 89, ils vont avoir tendance
à se réunir et justement à échanger sur ces idées progressistes qui les animent, hein, parce qu'ils sont inspirés quand même des Lumières, et des choses qu'ils aimeraient voir changer. Et en parallèle du Parti patriote, mais c'est quasiment joint, hein, on a la fameuse Société des Amis des Noirs dont on avait parlé l'autre fois. Alors à la tête de cette Société des Amis des Noirs, hein, qui n'est rien d'autre qu'un regroupement de personnes qui luttent contre la traite des Noirs et contre l'esclavage, hein. À la tête de cette société, donc je disais des Amis des Noirs, on a son créateur, Brissot. Brissot, qu'il faut bien garder en tête puisque ce sera un acteur majeur de la Révolution française. À ses côtés, on a également l'abbé Grégoire. On en parlait l'autre fois, par exemple. C'est lui qui sera surpris en 94 du fait que seulement 15 départements sur 83 parlent français. À leur côté, Pétion, Pétion dont on parlera aussi pas mal pendant toute cette période révolutionnaire. Et puis ben, on retrouve aussi dans la Société des Amis des Noirs quelques patriotes, hein. Mirabeau, Lafayette, Sieyès, Condorcet, en l'occurrence. C'est pas anodin d'ailleurs le fait que certains patriotes ne se trouvent pas dans la Société des Amis des Noirs. On va voir qu'il y a déjà quelques divergences à ce niveau-là. Et justement, bah, ces partis, notamment le Parti patriote, alors, le Parti patriote, mais même une part de la Société des Amis des Noirs, vont proposer justement à ce qu'on rédige des cahiers de doléances. Alors qu'est-ce que c'est que ces cahiers de doléances? Ce sont en gros des documents qui recensent les envies, les besoins, peut-être même les critiques de la population. À quoi aspire cette population? Parce qu'à l'époque, on n'a aucun moyen de le savoir. On n'a pas de grande entreprise statistique, comme on le verra justement encore une fois au cours du 19e. Mais on ne sait pas vraiment ce que pense la population, hein. On a une idée de ce que pense la noblesse, on a une idée de ce que pense le clergé, de temps en temps la grande bourgeoisie peut-être aussi, mais le reste de la population, on n'en a aucune idée. Donc l'objectif, c'est de faire remonter tout ça à Versailles. Que pensent les sujets du roi de la situation du royaume ou de leur propre situation? Donc il va y avoir quand même 60 000 exemplaires, 60 000 cahiers de doléances qui vont être rédigés dans le but de les synthétiser et de remonter tout ça telles des revendications à Versailles, le jour où les États généraux seront convoqués. Alors on retrouve à l'intérieur de ces cahiers de doléances souvent les mêmes choses, hein. Déjà, majoritairement, on retrouve une critique de la monarchie absolue, hein. Il y a alors, pas une image négative du roi en tant que tel, mais de la monarchie absolue, hein. Et de toute façon, on l'avait déjà vu justement avec ces parlements qui grondaient déjà et qui, par exemple, à Grenoble, avaient reçu le soutien de la population. On voit bien il y a un gros sujet de crispation autour de la monarchie absolue. Mais pas uniquement. Parce que ce qui remonte régulièrement aussi dans les cahiers de doléances, c'est la volonté d'abolir les privilèges. Les privilèges seigneuriaux, par exemple, notamment, mais également les privilèges, on va dire, de droit. On demande également l'égalité devant l'impôt, que tout le monde paye l'impôt, et l'égalité devant la justice, notamment, hein, qu'il n'y ait pas de peine plus infamante pour les membres du tiers-État que pour ceux de la noblesse ou du clergé, mais que tout le monde ait la même justice. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va rédiger ces cahiers de doléances, hein. Alors, pas souvent, pas tout le temps, en suivant le modèle qui a été proposé par les patriotes, hein. Mais on va rédiger ces cahiers de doléances. Il faut bien qu'on les donne à quelqu'un pour les emmener à Versailles. Et ben, c'est le moment où on va voter pour les députés. Alors, c'est tout simple pour la noblesse et pour le clergé, ils se réunissent entre eux, ils élisent leurs députés, et basta. Mais pour le tiers-État, il y a quand même 96% de la population. Donc c'est pas une mince entreprise. Alors, comment on va procéder? Ben, on va procéder déjà à un niveau très local, hein, au niveau des villages par exemple.
On va élire un représentant qui ira dans une deuxième assemblée, par exemple au niveau du canton, où on élira un autre représentant, qui ira dans un troisième, on va dire dans une troisième strate un peu plus haute, où on élira les fameux députés qui se rendront aux États généraux de Versailles. Et du coup, cette, ces délégations, ces députations, j'allais dire, voilà, elles sont composées de quoi? Alors, pour ce qui est de la noblesse, il y a 285 députés, alors avec notamment un tiers de petite aristocratie, un tiers de grande noblesse et un tiers de noblesse de robe, hein. C'est ceux qui ont par exemple acquis le titre de noble par des fonctions ou qui ne sont plus entre guillemets qu'un titre honorifique. Dans un deuxième temps, on a le clergé avec 291 députés et qui voit notamment sa députation scindée entre les membres du haut clergé, qui sont à peu près 200, et le reste, composé des députés justement du bas clergé, les prêtres, les curés. On voit déjà que c'est très disparate hein, quand même. Et enfin, il nous reste notre fameux tiers-État composé de 578 députés, dont l'ossature principale, dont le groupe principal, c'est pas la bourgeoisie dans le sens auquel on l'entend aujourd'hui, hein. Quand on parle aujourd'hui de bourgeoisie, on entend souvent justement des grands patrons, on entend souvent des gens qui ont énormément de patrimoine. Il y en a, hein, mais c'est pas l'ossature principale du tiers-État. Ce qui compose principalement le tiers-État, dont on voit que le nombre de députés est 2 fois supérieur du coup à celui de la noblesse et du clergé. L'ossature principale, je disais, c'est composé quand même d'avocats, de juristes, de journalistes. C'est des gens qui viennent du monde judiciaire. Dans un deuxième temps, on a à peu près une centaine de députés qui viennent du monde des affaires, justement des grands négociants, des banquiers, ce à quoi justement, ce que je disais tout à l'heure, ce à quoi on rattache plus facilement dans notre imaginaire collectif, la bourgeoisie aujourd'hui. Dans un troisième temps, on a une centaine de patrons, de petits propriétaires. On a aussi quelques savants, hein, avec par exemple Bailly qui est astronome et mathématicien, et dont on reparlera au cours de cette séance, parce qu'il va jouer aussi un rôle très important, Bailly. Et enfin, avec tout ce beau monde, on a encore quelques personnes qui sortent des rangs, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des gens qui viennent d'autres ordres et qui ont refusé de siéger avec leur ordre. C'est par exemple le cas du comte de Mirabeau, qui a refusé de siéger avec la noblesse et qui veut siéger pour le tiers-État, et l'abbé Sieyès, dont on a déjà parlé aussi tout à l'heure, hein, qu'est-ce que le tiers-État, tout ça, enfin, qui faisait partie aussi des patriotes, de la Société des Amis des Noirs. Sieyès qui refuse de siéger avec le clergé et qui siégera avec le tiers-État. Et donc, on a 2 fois plus de députés du tiers-État que pour les 2 autres ordres, mais on ne sait toujours pas si on va voter par ordre ou par tête. Qu'est-ce qu'on fait quoi qu'il advienne? On donne les cahiers de doléances à ces députés et ils partent pour Paris. Et mine de rien, ils partent en emmenant avec eux beaucoup d'espoir, même pour les plus petits de la population, parce que le royaume s'est considérablement politisé, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc on attend beaucoup de choses de ces députés. On espère qu'en allant à Versailles, bah justement, ils vont pouvoir parler un peu de souveraineté, d'éventuellement changer les choses, d'avoir peut-être un plus grand accès à une certaine forme d'égalité devant l'impôt, devant le droit, devant la justice. Et on les regarde partir comme ça en se disant que peut-être ils vont nous apporter une situation plus confortable à l'avenir. Alors ces états généraux donc se tiennent à Versailles et il y a les cérémonies d'ouverture, le 3 et 4 mai. Les cérémonies d'ouverture déjà, elles posent un froid, on va dire, parce qu'on voit bien que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne tout simplement parce que on a par exemple des
députés de la noblesse et du clergé qui ont des sièges attitrés. A contrario, les députés du tiers-état, eux, bah, ils se mettent où ils peuvent, hein. On raconte même que les députés du tiers-état étaient parfois debout parce qu'ils n'avaient pas de place et qu'ils n'entendaient pas spécialement bien les discours ou la messe d'ouverture. Donc déjà, ça laisse pas préfigurer une égalité de traitement. Donc peut-être que le vote par tête, ça va pas être aussi simple que ça. Et puis, il y a les discours. Et les discours, ils plaisent pas du tout. Par exemple, le discours de Louis XVI, même s'il est, on va dire, tout bienveillant qu'il veut, le discours de Louis XVI, il laisse quand même entendre que bah, faut pas trop vouloir de changement et qu'il attend des décisions, on va dire, nuancées. Donc déjà, pareil, ceux qui pensaient qu'on allait pouvoir parler un peu de souveraineté, de privilèges seigneuriaux, ce genre de choses, déjà ils sentent bien que ça va être compliqué. Et puis il y a un autre discours qui est aussi très attendu, c'est celui de Necker, Jacques Necker, contrôleur général des finances, dont on a parlé l'autre fois, et qui est quelqu'un de très apprécié, mine de rien, tant par cette mouvance qui peut être incarnée par les patriotes aussi, au sein de l'ensemble des États généraux, mais même au sein du tiers-État. C'est quelqu'un qui a été très prompt à être en accord avec les idées des Lumières sur certains points. Alors, il n'a pas que des côtés, il a pas que des côtés reluisants, Necker, bien évidemment, mais c'est quelqu'un qui est très apprécié, mais même aussi auprès de la population. Il a participé à l'approvisionnement en grains, comme on disait l'autre fois, quoi, pendant les périodes de disette. Donc, c'est quelqu'un qui est très aimé. Et le problème, c'est que Necker, il fait un discours très long, très monocorde, de plusieurs heures, dans lesquelles il parle de l'état des finances du royaume. Il parle de la dette et encore de la dette. Un discours assommant. Et là, on se rend bien compte qu'effectivement, on ne nous a pas appelés pour essayer de débattre sur cette société encore archaïque, hein, qui vit comme dans l'ancien monde, alors que le monde a changé, hein. On ne vient pas parler de tout ça, d'éventuellement le moderniser, ce monde. Non, on est venu pour parler d'une seule chose, l'état des finances. Donc le changement, pour l'instant, il se profile pas très bien. Donc, les États généraux commencent avec le 5 mai, et dès le 6, on va procéder à ce qu'on appelle la vérification des mandats. La vérification des mandats, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, on a appelé les délégués, les députés en délégation par ordre. Donc, il va falloir vérifier que tout est bien en règle pour la participation aux États généraux, hein, que tout le monde est bien là où il doit être, qu'il n'y a pas d'usurpation d'identité, ce genre de choses. Et les membres du tiers-État, eux, les députés, souhaiteraient qu'on fasse tout ce travail-là ensemble, pour bien montrer que du coup, on aimerait vraiment un vote par tête. Le problème, c'est que la noblesse et le clergé refusent et vont travailler chacun dans leur coin. Alors, le tiers-État s'offusque, hein, tout naturellement, et il décide de ne pas travailler. Et va jouer comme ça l'obstruction pendant 1 mois et demi. 1 mois et demi durant lequel il refuse littéralement de faire quoi que ce soit, de délibérer sur quoi que ce soit. Et ça nous amène à une date importante, c'est le 17 juin. L'abbé Sieyès, dont on parlait encore tout à l'heure, va déposer une motion dans laquelle il s'exprime en disant que bah, le tiers-État représente quand même 96% de la population, donc on peut dire toute la population, et qui ne peut pas travailler à cause de deux ordres qui représentent 4% à eux deux et qui l'empêchent de bosser. Donc le tiers-État décide, par l'intermédiaire, par la voie de CIS, qu'il va commencer à travailler tout seul dans son coin au nom de la nation assemblée. Et ça, en tant que tel, c'est déjà profondément révolutionnaire, hein. C'est ce qu'on appelle la création de l'Assemblée nationale. Et ça plaît pas du tout à Louis XVI. Ça plaît pas du tout à Louis XVI, d'autant que dès le 19 juin, il y a quelques membres de la noblesse qui viennent le prévenir, Louis XVI, en lui disant que ce qui est en train de se passer
ça devrait pas, ça devrait pas se passer comme ça. Et la noblesse a d'autant plus peur qu'à la base, son projet initial, elle, c'est de refuser l'impôt via les États généraux, mais également de reconquérir un peu de pouvoir. Et ça, c'était pas du tout prévu au programme, hein. Donc la noblesse, notamment, on prend l'exemple du petit frère de Louis XVI, qui sera le futur Charles X pendant la Restauration, hein. Pour l'instant, il s'appelle le comte d'Artois. Le comte d'Artois, justement, prévient son frère que bah, ça s'annonce pas super super et qu'il faudrait peut-être penser à prendre des sanctions. Ça, c'est le 19 juin. Et les sanctions ne se font pas attendre parce que dès le 20 juin, les députés du tiers-État viennent pour travailler, hein, dans la salle de l'hôtel des Menus Plaisirs à Versailles, là où ils ont l'habitude de bosser, et ils trouvent porte fermée. On refuse de les laisser rentrer à l'intérieur. Ils comprennent bien que cette décision vient du roi, et du coup, il faut bien trouver un endroit où se regrouper. Alors, juste à côté de l'hôtel des Menus Plaisirs, il y a ce que l'on appelle la salle du jeu de paume. C'est un jeu assez à la mode, notamment dans les chez l'élite, hein, de la population de la fin du 18e, entre le tennis, le badminton et le squash. Bref, il y a une salle justement du jeu de paume juste à côté de l'hôtel des Menus Plaisirs. Les députés s'y rendent et là prêtent serment de ne plus se quitter tant qu'ils n'auront pas donné à la France une constitution. Et là, par exemple, on voit le tableau de David, hein, où on voit Jean-Sylvain Bailly, dont on parlait tout à l'heure, hein, député du tiers-État, mais avant tout astronome de métier, mathématicien, qui est au centre et qui se fait le porte-parole de cette Assemblée nationale, hein, de ces députés du tiers-État qui se jurent de ne plus se quitter tant qu'ils n'auront pas donné à la France une constitution. En étant porte-parole, il se désigne, mais il est également désigné par ses collègues, comme le premier président de l'Assemblée nationale française. Alors, comme je vous le disais, c'est des décisions qui ne vont pas du tout plaire à Louis XVI. Et en effet, dès le 23, Louis XVI va convoquer les trois ordres et, excusez-moi l'expression, il va pousser un coup de gueule. Il déclare nulles et non avenues toutes les actions du tiers. Et dans un état de colère, il leur dit que s'ils ne veulent pas l'aider à redresser le royaume, il le fera sans eux. Et il leur ordonne de se disperser. C'est un temps très fort. D'autant que pour le coup, Necker n'est pas venu, hein. Il n'est pas venu justement à cette remontrance du roi pour signifier en gros sa désapprobation avec la décision royale. C'est pas juste une anecdote, ça aura son importance pour la suite de la Révolution. Alors, lorsque le roi ordonne à tout le monde de se disperser, les membres de la noblesse se lèvent et s'en vont, une partie des membres du clergé s'en va, mais l'autre partie reste, ainsi que tous les députés du tiers. Ils restent silencieux, sans dire un mot, sans bouger. Au bout de quelques minutes, des ouvriers viennent et puis commencent à débarrasser les chaises, à passer un coup de balai. Et personne ne dit le moindre mot. Et il reste comme ça pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, Jean-Sylvain Bailly, hein, dont on a dit qu'il était le président de cette nouvelle assemblée, Jean-Sylvain Bailly se lève, va au pied du trône du roi et s'assoit à la place du maître de cérémonie face à ses collègues. Et sur ce fait arrive le marquis de Drebrézé. C'est justement lui le maître de cérémonie, lui l'organisateur. Et il arrive pour voir si effectivement tout a bien été débarrassé par les ouvriers, et il s'aperçoit que tout le tiers est resté et qu'une partie du clergé également. Alors il devient fou, et il invective la foule qui est présente. Il leur dit, alors pas exactement avec ces mots-là, mais n'avez-vous donc pas entendu l'ordre du roi de vous disperser? Et il va avoir le droit à 2 réponses cinglantes.
Alors la première, c'est celle du président de l'Assemblée, justement, Jean-Sylvain Bailly, qui, sans se retourner, lui aurait répondu Il me semble, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Ce qui est déjà une phrase très marquante, hein. Aujourd'hui, ça peut nous sembler être une phrase tout à fait banale. Dans le contexte de l'époque, c'est déjà aller contre la volonté du roi et c'est déjà quelque chose de très fort, hein. Ça va marquer les esprits de toute façon. Et on attribue à Mirabeau une phrase dont on n'est pas vraiment sûr qu'il l'ait prononcée finalement. Mais on lui attribue quand même cette phrase-là. Mirabeau se serait levé et aurait hurlé à travers toute la salle. Il aurait hurlé au marquis de Dreux-Brézé, allez donc dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Les baïonnettes, c'est justement les espèces de lames qu'on mettait au bout des fusils. Donc c'est des phrases qui, en soi, sont relativement révolutionnaires et même choquantes pour, euh, pour les plus conservateurs de l'époque, hein. Parce que normalement, dans la tradition française de l'époque, qui est très liée à la tradition catholique, c'est que chacun doit rester à sa place. Et si le roi a dit de se disperser, il faut écouter le roi, il ne faut pas aller à l'encontre de ça. Aller à l'encontre du système sociétal de l'époque, c'est limite aller contre la volonté divine. Donc ça marque profondément les plus conservateurs. Donc ça, c'est le 23 juin. Le 24, il y a quand même la moitié du clergé qui rejoint le tiers-état, suivi de près le 25 par 47 députés de la noblesse, dont le fameux duc d'Orléans, le cousin du roi, et le comte de Clermont-Tonnerre, qui sont accueillis triomphalement par le tiers-état, qui se dit que ça y est, enfin, à force de faire justement un peu de forcing, les nobles ont fini par comprendre la juste cause qui est la leur. On va voir que c'est pas totalement le cas. Excédé, Louis XVI va ordonner justement aux membres des deux autres ordres qui ne l'ont pas encore fait de rejoindre le tiers-état et de travailler tous ensemble. Alors on peut se dire quand même que ce 27 juin, Louis XVI a commencé à baisser les bras. Pas du tout. Il prépare déjà la contre-offensive en vérité. Et on va voir que c'est cette contre-offensive qui va mener progressivement, mais pas uniquement, hein, à la fameuse prise de la Bastille. Alors qu'est-ce qui se passe dans les jours qui suivent? Ben, comme je disais, Louis XVI, on a l'impression que ça y est, il a jeté l'éponge en disant aux deux autres ordres de se joindre au tiers-état. Mais en fait, pas du tout. Il fait rappeler des armées qui positionnent tout autour de Paris et pas trop loin de Versailles. Alors, ça fait peur un peu à tout le monde, hein, mais lui, il temporise, hein. Quand les députés lui demandent mais qu'est-ce qu'elles font là, ces armées, lui, il dit non, mais c'est rien, c'est juste pour votre protection. Mais beaucoup commencent à se demander si c'est pas un petit coup de force qu'il essaie de faire en essayant de mater d'éventuelles rébellions. Ça fait pas peur qu'aux députés, hein. Ça fait peur aussi aux Parisiens, parce qu'on sait très bien qu'une armée lâchée dans Paris, ça peut faire énormément d'exactions, énormément de dégâts. Donc, il y a quand même un sentiment oppressant qui anime les Parisiens, peut-être un peu moins les députés, mais qui se questionnent quand même énormément sur la présence de ces armées autour de la capitale. Mais du coup, bah, la vie continue, puisque pour l'instant, il y a pas de débordement. Le 9 juillet, l'Assemblée nationale, hein, dont on a vu qu'elle s'était déclarée comme telle le 17 juin, le 9 juillet, l'Assemblée nationale se déclare Assemblée nationale constituante. Là, même si on l'avait déjà évoqué tout à l'heure, là maintenant c'est écrit noir sur blanc. On va donner à la France une constitution, c'est-à-dire en gros un document qui permet de dire comment on va procéder maintenant, comment on va édicter des lois, comment on va faire des décrets et justement comment on va régler la bonne marche des choses. Ça, c'est à l'Assemblée, le 9 juillet. À partir du 10 juillet, en revanche, dans Paris, la tension dont je parlais à l'arrivée des armées qui viennent se positionner au-dessus de Paris, le 10 juillet, les Parisiens mettent le feu aux barrières d'octroi.
Et alors, qu'est-ce que c'est que ça, les barrières d'octroi? Eh bien, autour de Paris, il y a un mur qu'on appelle le mur des fermiers généraux. En gros, c'est un mur qui permet de ne pas laisser rentrer de marchandises sans aucun contrôle. Alors que ce soit de la marchandise ou des personnes d'ailleurs. Mais en gros, on fait des petites brèches dans ce fameux mur des fermiers généraux. Et ces petites brèches, c'est ce qu'on appelle des barrières d'octroi. C'est-à-dire que toutes les marchandises qui rentrent dans Paris doivent passer par ces barrières d'octroi et payer une taxe, une énième taxe que les Parisiens vont encore devoir payer. En tout cas pour faire importer des marchandises. Eh bien, à partir du 10 juillet, ces barrières d'octroi, alors leur nombre selon les sources varie, mais on va dire qu'en gros il y en a une cinquantaine, ces 50 barrières d'octroi prennent feu. Donc il faut bien s'imaginer qu'elles brûlent à partir du 10 juillet, mais jusqu'au 13 juillet, 14 juillet même, le ciel de Paris est noir de fumée. Ça brûle en continu, même la journée. Euh, il y a énormément de fumée, un contexte très oppressant qui va favoriser les événements qui vont suivre. Pendant ce temps, à Versailles, euh, Necker présente sa démission. Le contrôleur général des finances, on avait vu qu'il n'était pas là justement quand Louis XVI, le 23 juin, avait cassé un peu les décisions du tiers. Il ne s'était pas présenté par solidarité avec le tiers-État. Mais en plus, il donne des conseils au roi que le roi refuse de suivre, hein. Necker, en gros, lui propose plutôt de temporiser, de nuancer, peut-être de prêter l'oreille aux revendications de son peuple. Et Louis XVI prend plutôt le parti d'écouter les gens comme son frère, le comte d'Artois, futur Charles X, qui lui dit d'être dur et intransigeant. Et devant le fait accompli, hein, devant le fait que le roi finalement refuse d'écouter ses décisions, Necker n'a d'autre choix que de présenter, comme il dit, à regret sa démission au roi. Mais ça a une importance bien particulière, parce que il présente sa démission au roi, certes, mais ce sera reçu, et d'ailleurs retranscrit hein, par la voie orale, ce sera retranscrit comme Louis XVI vire Necker. Et comme on l'a vu, Necker, c'est quelqu'un qui est très apprécié, hein, tant de la population que de l'Assemblée. Et Louis XVI le vire. C'est pas anodin. C'est-à-dire que dès le lendemain, hein, dès le 12 juillet, la nouvelle arrive à Paris et Paris s'agite. Paris s'agite pourquoi? Déjà parce qu'on renvoie Necker, quelqu'un qui est pour, entre guillemets, la cause du tiers-État de manière générale, hein, mais toujours, faut très largement pondérer ce genre de propos, mais surtout il est très favorable aux patriotes. Et en plus de ça, on a ces armées qui se rapprochent de Paris progressivement et dont on commence à dire qu'elles risquent de rentrer dans la capitale pour rendre justice un peu au roi. Et on voit comme ça des agitateurs de rue, des grands orateurs, hein, parmi eux l'une des futures célébrités de la Révolution, hein, Camille Desmoulins, qui prendra la parole euh, afin de crier à la population de s'insurger, de prendre les armes pour se défendre contre cet envahisseur et contre aussi ce licenciement, si on pouvait dire ça aujourd'hui, hein, abusif de Necker. Il demandera à tous les partisans de la patrie de porter une cocarde verte, hein, qui sera remplacée sous peu d'ailleurs par une cocarde tricolore. La couleur verte, là en l'occurrence, c'est la couleur de l'espoir. Du coup, bah, que font les Parisiens devant cet état de tension qui ne cesse de croître? Ils vont voir le prévôt des marchands. C'est l'équivalent du maire, en gros, hein, il s'appelle De Flessel. Ils vont le voir pour lui demander bah, justement d'aider les Parisiens, de donner des armes, d'assurer des protections, et Flessel refuse. Tout le monde garde ça en tête parce que ça a un impact aussi sur la journée du lendemain. Flessel refuse d'aider les Parisiens. Alors, dès le 14 juillet, hein, dès l'aube, les Parisiens se rendent aux Invalides pour chercher des fusils. Et quand on dit ils se rendent aux Invalides, ils ne sont pas 2000 ou 4000 ou 5000. La fourchette basse
on estime qu'ils étaient 40 000, et la fourchette haute, on estime qu'ils étaient 80 000. Alors on va couper la poire en deux, on va dire qu'ils étaient 60 000. 60 000 Parisiens se déplacent jusqu'aux Invalides pour récupérer des armes qu'ils obtiennent, hein, parce que là-bas, les soldats refusent d'affronter la population. Donc il y a quelques violences, mais il n'y a pas de grande effusion de sang. Et ils récupèrent des armes, ils n'en récupèrent pas une centaine, hein, ils récupèrent 32 000 fusils et une dizaine de canons. 32 000 fusils qui, bien évidemment, après cette journée, ne retourneront jamais aux Invalides et circuleront en toute liberté dans tout Paris. Sur place, il n'y a pas que les plus pauvres, hein, qui se déplacent. D'ailleurs, ils sont très peu à se déplacer, les plus pauvres, hein. Mais il y a des groupes de bourgeois, hein, qui se forment, qui récupèrent des armes parmi celles qui ont été réquisitionnées aux Invalides, qui récupèrent aussi des équipements et qui se constituent en milices un peu, justement bourgeoises. Leur but, c'est de se préparer à défendre Paris des armées qui approchent, mais aussi de faire régner l'ordre, hein, de faire redescendre un peu la tension dans les rues de la capitale. On va les laisser un peu de côté, ces milices bourgeoises, et on va regarder le reste de la population, parce que la population n'attend pas sagement que ces bourgeois se préparent, hein, qui se constituent d'ailleurs, ces bourgeois se constituent en tant que gardes de la nation, hein. Ils viennent là pour protéger la nation. Paris, certes, mais aussi l'intérêt de la nation. C'est pour ça qu'on va les appeler d'ailleurs, dès le jour même, la garde nationale. Et bien, pendant que les gardes nationaux se préparent, justement, se coordonnent, les Parisiens, eux, en profitent pour aller à la Bastille. Alors la Bastille, qu'est-ce que c'est? La Bastille, c'est une forteresse, ou à cette époque-là, c'est aux portes de Paris, et c'est une prison. Alors une prison qui tourne plus beaucoup, hein, parce que là, il y a 7 prisonniers au moment du 14 juillet, hein, dont 4 des prisonniers de droit commun, des faux monnayeurs. Donc on ne peut pas dire que ce soit une prison qui tourne à plein régime. Seulement la Bastille, pourquoi on y va? Parce que là-bas, il y a des munitions et de la poudre pour les fusils. Donc c'est un endroit stratégique. Mais c'est pas uniquement un endroit stratégique, c'est aussi un endroit symbolique. Parce que la Bastille, c'est le symbole de l'arbitraire de la justice royale. C'est l'injustice de la vieille société où le roi était tout-puissant et dont on a vu que la monarchie absolue était critiquée dans les cahiers de doléances. Donc on va à la Bastille pour un côté pratique, les munitions et la poudre, mais on y va aussi pour le côté symbolique, parce que c'est le symbole du roi. Mais en même temps, on n'y va pas spécialement d'un ton belliqueux, on n'y va pas spécialement d'une humeur guerrière, parce qu'on estime qu'à la Bastille, il va peut-être se passer la même chose qu'aux Invalides, à savoir on va nous ouvrir les portes, on va prendre la poudre et les munitions, puis on va partir de là. Sauf que lorsqu'ils arrivent, ils trouvent porte close. Alors, on va envoyer des délégations à l'intérieur pour essayer de négocier avec le gouverneur de la Bastille. Le gouverneur de la Bastille, c'est Delaunay, un membre de la noblesse justement, et Delaunay refuse d'accéder à toutes les demandes de la première délégation. Alors, l'échange est tout à fait courtois, il leur propose même de manger avec lui, mais par contre, il refuse d'ouvrir les portes pour que la population vienne se servir. D'autant qu'il a reçu des informations de Flessel, hein, le prévôt des marchands, l'équivalent du maire, qui lui dit de ne pas donner de munitions aux Parisiens. Et du coup, Delaunay refuse. En bas, pendant ce temps, l'heure tourne, et puis on ne voit pas revenir cette première délégation. Alors on commence à s'impatienter, on se dit que peut-être que Delaunay a fait prisonnier les membres de la première délégation, donc on envoie une seconde délégation. Et ils obtiennent toujours un refus de Delaunay. Alors pareil, qui est très courtois, mais qui leur dit je n'accéderai à aucune de vos demandes, mais par contre, je vous garantis que je n'ouvrirai jamais le feu en premier. Si je devais tirer sur la population, je ne le ferais qu'en réponse à une attaque.
Et ben, le problème, c'est que entre-temps, pendant ces discussions, pendant ces négociations, les membres de la garde nationale, hein, vous avez vu ces milices bourgeoises dont on parlait tout à l'heure, arrivent sur les lieux de la Bastille. Et tout le monde sur place se pose la question, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que rappelez-vous qu'ils doivent protéger Paris des armées qui approchent, mais ils doivent aussi maintenir l'ordre. C'est l'un des objectifs qui se sont donnés. Et là, vraisemblablement, il y a un trop grand rassemblement de population pour que l'ordre soit respecté. Mais malgré tout, les gardes nationaux se rangent du côté de la population. Donc là, c'est une scène de liesse, et ces fameux gardes nationaux s'emparent des canons et commencent à tirer contre la forteresse. Le problème, c'est que Delaunay avait donné sa parole de ne rien faire à la population tant qu'elle ne tirait pas, et là, elle tire. Donc il donne l'ordre, littéralement, à ces soldats qui sont sur les remparts, d'ouvrir le feu, et ça fait une centaine de morts dès les premières heures. La population réagit, arrive à passer le pont-levis tant bien que mal, à le briser et à le faire tomber, et finalement, tous rentrent à l'intérieur, vident les cellules déjà, on libère les prisonniers, récupère des munitions, récupère de la poudre, tue la plupart des soldats, mais font prisonnier Delaunay pour l'emmener à l'hôtel de ville où il sera jugé. Mais tout se passe pas comme prévu, parce que sur le trajet, la foule a quand même perdu des frères, des sœurs de combat, et la foule aspire à une vengeance. Parce que Delaunay représente celui qui a trahi les Parisiens à ce moment-là. Il avait certes donné sa parole, mais plus d'une centaine de, de Parisiennes et de Parisiens viennent de tomber sous ses balles. Alors pendant le voyage qui l'emmène jusqu'à l'hôtel de ville, dans le cortège, euh, on l'égorge, on le décapite et on place sa tête au bout d'une pique. Et on fait la même chose pour De Flesselles, hein, le prévôt des marchands, pour le même motif de trahison, hein, par rapport au courrier, au refus déjà de la veille de soutenir les Parisiens, et par rapport au courrier qu'il a échangé avec la Bastille. Donc c'est un événement relativement marquant. C'est un événement d'autant plus marquant qu'il terrorise euh, le pouvoir, hein. Et le symbole même du roi est touché directement dans cette prise de la Bastille, hein. Comme j'ai dit, c'est la représentation de l'arbitraire, de la justice royale. Donc c'est quand même un grand choc pour le reste de la population, notamment la partie la plus conservatrice. D'autant que le 15 juillet, on détruit littéralement la Bastille, pierre par pierre. Il y a des pierres qui vont servir justement à refaire de nouveaux monuments, mais il y a aussi des pierres qui vont être taillées, hein, en forme de Bastille pour être vendues comme souvenir et qu'on peut retrouver d'ailleurs dans certains musées de France, notamment je crois à Troyes et à Paris. Donc comme je disais, c'est un événement qui fait peur à tout le monde. Et la première frange de la population à qui cet événement fait peur, c'est aux députés eux-mêmes. Parce que on peut comprendre d'une part la réaction de cette population, mais on se dit que cette violence, si on la canalise pas, ça peut vite partir dans tous les sens et desservir la cause. Alors, du coup, ça va être toute la question de la Révolution française, c'est de se dire où est-ce qu'on met le curseur de la tolérance à la violence, hein. Parce que si, dès le début, on condamne la prise de la Bastille, on va se placer du côté de l'ordre et du coup du côté du roi, et donc passer pour des réactionnaires. En revanche, si on laisse trop faire cette violence, on risque de la voir déborder et devenir incontrôlable. Donc c'est un peu toute la question qui va s'offrir aux révolutionnaires, enfin notamment aux députés pendant toute la période de la Révolution, c'est de savoir à quel moment on autorise la violence, à quel moment on la contrôle, hein. En tout cas, ça sert bien la cause des députés puisque dès le lendemain, Louis XVI retire ses troupes autour de Paris et rappelle Necker. Donc c'est une victoire, en tout cas pour l'instant,
pour, pour les députés et pour la population parisienne. Le 16 juillet, il va se passer autre chose. Un autre événement qui va avoir un impact durant toute la Révolution, c'est ce qu'on appelle l'émigration. Elle ne va pas se faire que le 16 juillet, hein, elle va se faire progressivement à partir du 16 juillet. Mais en gros, notamment chez la noblesse, mais aussi dans la grande bourgeoisie et puis dans le haut clergé, on va voir des gens commencer à émigrer, c'est-à-dire partir à l'étranger ou partir dans des territoires moins conquis par la France, afin d'essayer de regrouper des forces, des alliés, afin d'aller chercher des rois voisins ou des rois de la famille, pour essayer de revenir en France avec des armées afin de prêter main forte à Louis XVI. Et ça va être aussi quelque chose qui sera déterminant pour le reste de la Révolution, ce qu'on pourrait appeler le complot aristocratique, le complot des émigrés, de ceux qui veulent absolument revenir et faire payer aux révolutionnaires certains événements et redonner à Louis XVI tout son pouvoir. En attendant, une chose est sûre, c'est que la prise de la Bastille, elle fait basculer la Révolution. Elle fait basculer la Révolution parce que jusqu'alors, on a vu qu'elle était institutionnelle. Elle était notamment chez les élites. Mais à partir de maintenant, la prise de la Bastille fait rentrer la Révolution dans une phase insurrectionnelle, violente. Et elle fait rentrer justement un nouveau jeu dans l'échiquier. C'est ce qu'on a, un nouvel élément dans l'échiquier qu'on pourrait appeler la peur. Et la peur, elle va être présente pendant tout l'été 1789, même plus globalement pendant toute la Révolution française. Donc, la peur va rentrer dans les têtes de tout le monde et elle va avoir des conséquences incroyables, notamment pendant cet été 1789. Alors, la peur, comme je disais, va se déployer dans tout le pays, du moins en grande partie, enfin dans tout le royaume, pendant cet été 1789. Et on va la retrouver notamment dans des coins où on n'avait pas spécialement l'habitude de la voir avant, dans certaines campagnes notamment. Parce que ce qui fait peur, ce que je disais justement, c'est ce fameux complot des émigrés, hein, ou des nobles, des aristocrates, qui sont partis à l'étranger pour certains, afin de ramener des troupes en France pour se venger. Et puis bah, aussi complot des seigneurs qui sont restés en France et qui sont peut-être décidés à venger cette prise de la Bastille. Alors suffit qu'on voit un nuage de fumée au loin et on se dit que ça y est, le seigneur du coin a payé une bande de brigands, hein, pour venir saccager les récoltes ou pour venir tuer la population. Il y a des armées qui se déplacent, hein, on a bien vu, hein, qui quittent Paris. Donc c'est pareil, on se dit que ça y est, les seigneurs ont décidé de nous punir. Et du coup, on a spontanément, un peu partout en France, des populations qui attaquent les châteaux des seigneurs. Alors elles attaquent les châteaux des seigneurs, c'est pas anodin, c'est vraiment pour récupérer les documents de propriété des seigneurs, ce qui lie le seigneur à sa population, à son domaine. Et on en profite pour brûler ces documents, parce que s'il n'y a plus de documents, il n'y a plus aucune filiation entre le seigneur et ses serfs et ses paysans, hein. Mais on en profite généralement aussi pour piller un petit peu les châteaux, pourquoi pas les brûler, et peut-être par la même occasion tuer un seigneur par-ci par-là. Et on a comme ça des révoltes qui se répandent dans tout le pays. On a des cartes très bien renseignées sur la manière justement dont c'est cette manière avec laquelle ces révoltes se sont propagées. Alors pas dans tout le royaume, comme vous pouvez le voir sur la carte, mais dont elles se sont propagées un peu partout. Euh, il faudrait beaucoup de séances pour analyser justement ces phénomènes, phénomènes que l'on appelle la grande peur, parce que vraiment tout le royaume s'enflamme. Enfin, une partie, en tout cas, une grande partie du royaume s'enflamme. Et comme je disais tout à l'heure, la Bastille, ça fait peur au roi, ça fait peur aux nobles, aux plus conservateurs de manière générale, mais ça fait aussi peur à l'Assemblée. Eh bien, il ne faut pas croire, mais la grande peur, ces exactions là dans les campagnes, ben, ça fait peur aussi à l'Assemblée.
Ça fait peur à l'Assemblée notamment parce que ça touche à quelque chose euh, auquel finalement beaucoup de gens tiennent. Cette chose, c'est la propriété. On n'est pas dans une période communiste du tout, hein, ça n'existe pas encore. Mais par contre, la propriété, on y tient beaucoup. Et c'est ce qui va mener à la nuit du 4 août. Pourquoi? Comment? Dans quel contexte? Alors, la nuit du 4 août, l'Assemblée se réunit et elle prépare une soirée finalement bien ficelée, puisque préparée depuis quelques jours, et qui doit être une réponse euh, à cette grande peur qu'on voit se propager dans les campagnes. Ça revient au contexte que j'expliquais tout à l'heure, à euh, cette fameuse question, où est-ce qu'on place le curseur de la violence? Si on la condamne d'ores et déjà, on se place dans le camp des conservateurs, des réactionnaires, et au risque de s'attirer les foudres d'une population qui est déjà en ébullition. Alors que si on trouve un moyen de pacifier, pas spécialement par la violence, on peut peut-être trouver des arrangements afin de calmer la situation. Alors, justement, cette réponse, elle est toute trouvée avec l'abolition des privilèges. Le but de cette abolition des privilèges, c'est de rompre complètement avec l'ordre ancien. D'ailleurs, à partir de là qu'on va parler d'Ancien Régime. On va abolir les privilèges des ordres, de la noblesse et du clergé, mais aussi les privilèges des corporations. Les corporations, c'est dans le contexte de l'époque, hein, c'est des sociétés, en gros, quand vous voulez accéder à une profession, il faut passer justement par une corporation, il faut payer des droits d'entrée, il faut faire tout un tas de choses selon le bon vouloir des corporations, selon les professions que vous voulez toucher. Et ça crée des divisions dans, dans une nation qui commence à se vouloir entre guillemets une et indivisible. Et les corporations, finalement, divisent la France. Donc on commence par abolir les privilèges des ordres et des corporations. Mais on verra d'ailleurs que dans le reste de la Révolution, les députés vont avoir pour but d'essayer de démanteler, de détricoter complètement justement ces corporations. Par contre, on ne touche pas aux droits fiscaux des seigneurs. Parce que les droits fiscaux des seigneurs, c'est entre guillemets le seul truc qu'on peut leur laisser. Alors, ça peut paraître bête, comme ça on abolit les privilèges mais pas les droits fiscaux. Mais il faut se dire que quand même la nuit du 4 août, c'est un regroupement de personnes qui ne sont pas tous d'accord les unes avec les autres, hein. On n'y va pas tous ensemble, main dans la main, la fleur au fusil. Non, il y a des gens qui sont des gens avec des privilèges et qui tiennent à leurs privilèges et qui sont capables justement euh, de, de faire justement ce compromis, mais pas à tout prix, hein. Donc c'est un texte de compromis qui est peut-être un petit peu modéré, on est d'accord, mais qui va avoir son impact sur le reste de la Révolution. En attendant, euh, les conservateurs donnent des gages mais gardent leurs droits fiscaux, mais en attendant, justement, ils promulguent quand même l'égalité devant le droit et la justice. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, quel que soit l'ordre dans lequel vous êtes né, vous aurez accès euh, aux fonctions de manière identique. Alors dans les faits, ça ne s'applique pas, bien évidemment, hein. Un petit paysan ne deviendra jamais député, mais dans le droit, vous en avez la possibilité. Dans la théorie, vous en avez la possibilité. Et pareil, devant la justice, on estime que maintenant, tout le monde devra être jugé de la même manière. Il n'y aura pas de traitement de faveur pour les nobles ou pour le clergé, hein. Et ça mène directement à une autre journée du mois d'août, toujours en réaction à la Grande Peur, hein. C'est la fameuse Déclaration des droits de l'homme. Alors, on va aussi la commenter un peu, la Déclaration des droits de l'homme, parce que c'est vachement important. La Déclaration des droits de l'homme, c'est, au même titre que l'abolition des privilèges de l'année du 4 août, c'est un document de compromis, hein. On n'a pas que des patriotes, hein, dans cette assemblée, on a aussi des conservateurs, on a aussi des grands nobles, des grands possédants, pas mal de monde qui tiennent énormément à leurs droits et à certains privilèges encore qui persistent. Alors on va déjà proclamer la liberté, l'égalité et la propriété, hein.
Au début, c'est pas la fraternité, hein. Les premiers temps, c'est propriété et sécurité. Hein. Parce que justement, on commence à avoir peur, hein, avec la nuit du 4 août, avec la grande peur de l'été. On commence à se dire que bah, la propriété peut être en danger. Et ça, par contre, personne ne peut le tolérer à l'Assemblée. Donc, on va promulguer la propriété comme étant quelque chose d'inviolable, euh, sacré, vraiment dans le lexique religieux. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on doit adorer comme une divinité, la propriété. Parce qu'à l'époque, vraiment, alors chez les petites gens, certainement pas, mais chez les membres de l'Assemblée, la propriété, c'est ce qui va causer d'ailleurs de nombreux, euh, de nombreux conflits un peu plus tard au cours de la Révolution, mais aussi parfois des mauvaises interprétations de la part des historiens. C'est justement, la propriété, c'est quelque chose vraiment qui tient une place proéminente au sein de cette Déclaration des droits de l'homme. Hein. Elle a quand même l'article 17 juste pour elle, la propriété. Hein. Vous en avez un extrait ici à l'écran. Et c'est quelque chose qu'il faut, je trouve, garder en tête parce que ça aura aussi un rôle pendant la Révolution. On promulgue également la liberté de la presse, qui va avoir un impact considérable sur le déroulé de la Révolution à partir de ce jour-là. Hein. Et par contre, on va commencer à faire face à des oppositions, notamment au pape, mais à l'Église catholique en règle générale. Parce que le pape, ça lui plaît pas du tout. Hein. L'abolition des privilèges, la déclaration des droits de l'homme. Déjà parce que la déclaration des droits de l'homme implique que l'homme aurait des droits. Mais selon la doctrine de l'Église catholique de l'époque, et jusqu'à une bonne partie du XIXe siècle, l'homme n'a pas de droits. Hein. L'homme n'a que des devoirs envers Dieu. Donc, forcément, là, on commence à fragiliser cette position de l'Église qui sera réfractaire pour une grande partie, en tout cas, pour sa partie la plus conservatrice, qui sera réfractaire aux droits de l'homme jusqu'à la moitié du XIXe siècle. Mais cette déclaration des droits de l'homme, pour nous, elle nous paraît bien molle en 2023, hein, mais à juste titre, hein, mais pour l'époque, elle est relativement révolutionnaire. Mais malgré le fait qu'elle soit relativement révolutionnaire, elle reste néanmoins trop modérée quand même pour certains. Hein. On prend l'exemple de Brissot, de Condorcet, qui par exemple vont noter que la Déclaration de l'homme, des droits de l'homme ne fait pas mention des personnes noires, hein. Qu'ils soient esclaves ou libres de couleur, comme on dit à l'époque, ça n'en fait pas état. Hein. Condorcet ironisera d'ailleurs en parlant des droits de l'homme blanc. Hein. Mais il y a également l'absence des femmes. Ça, par exemple, Condorcet et Brissot le remarqueront aussi. Ils seront même rejoints plus tard par Olympe de Gouges, qui, 2 ans plus tard, sortira sa Déclaration des droits de la femme. Et voilà, on note qu'il y a toute une frange de la population, notamment les Noirs et les femmes, qui ne sont pas représentées dans la Déclaration des droits de l'homme. Donc elle est déjà molle pour nous aujourd'hui, mais elle était déjà pour nombre de citoyens de l'époque. Malgré tout, comme je disais, la Déclaration des droits de l'homme, l'abolition des privilèges, ce sont des, des événements qui sont révolutionnaires pour le contexte de l'époque. Parce que même si effectivement il n'y a pas spécialement d'égalité dans les faits, l'égalité elle est promulguée dans le droit, la liberté aussi. Et ça c'est quelque chose de profondément révolutionnaire. Alors, maintenant on doit quand même parler, avant de se quitter, du droit de veto. Parce que le droit de veto ça a une importance capitale dans notre vie politique d'aujourd'hui. Alors pas le droit de veto lui-même, hein, bien évidemment, mais la manière dont il est né, ce droit de veto. Parce que, faut pas croire, on n'a pas parlé de Louis XVI là sur l'été 1789, mais Louis XVI, il apprécie pas du tout ce qui s'est passé pendant l'été. Hein. Euh, L'abolition des privilèges la nuit du 4 août, il refuse de signer les décrets. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il veut pas en entendre. Hein. De toute façon, c'est un fervent catholique. Donc il se range de toute façon du côté du pape, mais même de façon plus globale, c'est quelqu'un qu'on a éduqué à base d'absolutisme royal. Donc l'idée qu'on puisse faire tout ça, pour lui, c'est impensable. Et du coup, il refuse de signer quoi que ce soit.
Et justement, à l'Assemblée, on commence à se poser des questions, mais comment est-ce qu'on va pouvoir faire une constitution si ce roi nous met des bâtons dans les roues tous les 4 matins? Ben, il va y avoir de nombreux débats. Et ces nombreux débats, notamment, vont tourner autour de la place du roi dans le pouvoir, notamment les législatifs. Du coup, on va commencer à se dire, ben, on pourrait lui donner un droit de veto, c'est-à-dire un droit d'accepter ou de refuser les lois qui sont édictées par l'Assemblée, hein. Et les débats se cristallisent, notamment le 11 septembre, autour de la place de ce droit de veto. Parce qu'il y a une partie de la population, notamment chez les grands nobles ou les membres du haut clergé, hein, ou les plus conservateurs de manière générale, qui veut qu'on laisse au roi un droit de veto maximal. C'est-à-dire, il aurait le droit de tout refuser ou de tout accepter. S'il refuse toutes les lois pendant 20 ans, il refuse toutes les lois. Ça, c'est un veto absolu. Et de l'autre côté, il y a une partie de la population qui refuse, et, enfin de la population, des membres de l'Assemblée qui refusent et qui disent que bah, il faudrait plutôt restreindre au maximum les pouvoirs de ce roi, parce que par exemple, l'abolition des privilèges, il ne veut pas les signer, et puis la déclaration des droits de l'homme non plus. Donc il risque de faire souvent de l'obstruction, et si on lui laisse trop de possibilités, trop de marge de manœuvre, il risque de mettre des bâtons dans les roues à l'Assemblée dès qu'il en aura l'occasion. Donc on a une partie de l'Assemblée qui veut donner un pouvoir maximal au roi avec un veto fort, et une autre partie de l'Assemblée qui veut restreindre les pouvoirs du roi au maximum en mettant un veto le plus faible possible. Et pour pouvoir délibérer, hein, on vote à main levée à l'époque, on va demander à chacun de se séparer dans un coin de la pièce. Ceux qui vont vouloir donner un pouvoir maximum au roi avec un veto tout puissant vont se mettre à droite du président de l'Assemblée, et ceux qui voudront limiter les pouvoirs du roi et de fait restreindre son pouvoir avec un veto minimum vont se placer à gauche. Et c'est de là que naissent la gauche et la droite en France. Alors, ça tombe pas du ciel, hein. Ça tombe pas du ciel parce que pourquoi est-ce qu'on se mettra à droite en particulier? Bon, une direction et une idéologie, ça va pas forcément de pair. Pourquoi est-ce qu'on associerait un pouvoir, quelqu'un qui serait pour le pouvoir, euh, avec la direction droite? Ça n'a pas de sens. Et bien en fait, ça en a un petit peu. Dans la symbolique, ça veut dire beaucoup de choses. On sait, alors, par de nombreuses études déjà, mais même par des travaux récents d'anthropologues, qu'il y a une minorité de gauchers sur la planète. Hein, on estime en moyenne à 15% le nombre de gauchers et 85% le nombre de droitiers. Et d'après les anthropologues, ça existe dans toutes les communautés et surtout depuis la nuit des temps. Alors on ne va pas chercher à comprendre pourquoi il y a des gauchers, pourquoi il y a des droitiers, mais par contre, qu'est-ce que ça implique qu'il y ait une majorité de droitiers et une minorité de gauchers? Eh bien, ça fait des gauchers une minorité, comme je disais, et comme toute minorité, elle a forcément été opprimée. Alors, on ne parlera pas des outils justement qui sont faits souvent pour les droitiers et pas pour les gauchers, mais on va plus se consacrer à la représentation de la gauche et de la droite, ne serait-ce que dans la langue, par exemple, hein. Et c'est important, vous allez voir. Quand vous êtes majoritaire, vous glorifiez votre camp. Vous avez une tendance plus facile à le glorifier. Du coup, on va attribuer à la droite des symboles positifs et à la gauche des symboles négatifs. Par exemple, lorsque vous êtes habile, on dit que vous êtes adroit. Et d'ailleurs, vaut mieux être adroit que maladroit, hein. D'ailleurs, on dit des personnes maladroites qu'elles sont gauches. La base de la justice, c'est le droit. Lorsque vous êtes intègre, on dit de vous que vous êtes quelqu'un de droit. Lorsque vous savez où vous allez, vous marchez en ligne droite. A contrario, lorsque vous êtes mal luné, vous êtes levé du pied gauche. Quand vous allez mourir, vous allez passer l'arme à gauche. En latin, la gauche, c'est sinister, qui donne sinistra en italien et sinistre en français. La droite, c'est dextra, qui donnera dextérité. Donc on voit déjà là et ça c'est que pour la langue française, vous le retrouvez aussi dans la langue anglaise. Voilà. Donc on voit déjà que la connotation linguistique est chargée, hein.
Mais même d'un point de vue de la représentation religieuse, qui a quand même un impact très fort, notamment pendant le Moyen Âge, on va s'apercevoir que les religions monothéistes ont, ont aussi diabolisé en quelque sorte la gauche. Déjà parce que pour la plupart des religions monothéistes, Dieu bénit de la main droite ceux qu'il envoie au paradis et maudit de la main gauche ceux qu'il envoie en enfer. Pour les catholiques, par exemple, Jésus, lorsqu'il monte au ciel, s'assoit à la droite de Dieu. Hein. Euh, Toujours pour les croyants, un ange se situe sur chacune de nos épaules. Celui de droite nous susurre les bonnes actions à faire, celui de gauche les mauvaises actions. Et même, sans parler même de Dieu, on le voit d'ailleurs dans toutes les strates du pouvoir, que ce soit Dieu, un roi, un empereur, même plus récemment un président, un chef d'entreprise ou un parrain de la pègre, chacun a un homme de confiance, qu'il nomme son bras droit. Donc, tout ça a un impact fort dans la représentation de la gauche et de la droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes prompt au maintien de l'ordre, du pouvoir, quand vous êtes pour ces choses-là, vous allez avoir une vision positive de la droite. Quand vous aurez une petite dent contre le pouvoir, quand vous serez revanchard, vous aurez une vision négative de la droite. Et du coup, quand vous voudrez préserver le pouvoir tel qu'il existe, vous vous placerez à droite de ce pouvoir, symboliquement. Au contraire, quand vous voudrez changer le pouvoir en place, le monde actuel, vous placerez plutôt à la gauche du pouvoir, symboliquement. Et c'est des choses, c'est des détails dont les députés de l'époque ont tout à fait conscience. C'est dans la tête à tout le monde, ça, à cette époque. Et c'est comme ça que naît la gauche et que naît la droite en France à cette époque. Et on verra d'ailleurs tout au long de la Révolution, ceux qui sont pour le maintien du système tel qu'il est se placeront toujours sur la droite de l'Assemblée. Et ceux qui seront pour changer ce système et essayer d'en créer un nouveau se placeront à gauche. Ce qui fait qu'on aura des personnes qui, de gauche par exemple, lorsqu'ils auront réussi à créer entre guillemets le système dont ils rêvaient, n'auront plus de raison de vouloir le changer, hein, et du coup se retrouveront à droite de l'Assemblée. Voilà. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut garder en tête parce que c'est une symbolique d'une part qui est dans la tête de tout le monde à l'époque, mais c'est aussi quelque chose, on va voir que l'Assemblée va beaucoup bouger, et on va voir que des personnes qui se trouvaient à gauche, au début par exemple de cette Assemblée nationale naissante, vont très vite se retrouver à droite. Parce qu'une fois qu'ils auront créé le système dont ils rêvaient, finalement n'auront plus de raison de vouloir le changer, donc passeront à droite. Et d'autres personnes à gauche arriveront avec une volonté de changer même ce nouveau monde qui existe déjà. A contrario, ceux qui étaient déjà à droite avant vont pas passer à gauche. Eux, ils vont être à l'extrême droite. Et on arrive au bout justement de cette séance, et on va parler quand même brièvement, parce qu'on en aura besoin pour la séance prochaine, des autres forces politiques en présence. Parce qu'on serait bien dupe de croire qu'il n'y a que l'Assemblée nationale et le roi. Alors bien sûr, dans les faits, le pouvoir officiel, ce sont eux, mais pas uniquement. Il y a des pouvoirs entre guillemets officieux. Un grand jeu du pouvoir, par exemple, se déroulera dans les clubs politiques. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, dès l'arrivée des députés sur Versailles, avant le 3 et le 4 mai, dès leur arrivée, ils vont à l'Assemblée, enfin à l'hôtel des Menus Plaisirs le jour, et ils vont se retrouver dans des tavernes, dans des clubs, le soir, pour discuter de ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée, mais également pour discuter de la stratégie qu'ils devront adopter le lendemain, de ce qu'ils devront dire ou pas. Et au départ, ces députés se retrouvent, entre guillemets, par province. Les députés du Dauphiné ensemble, les députés du Limousin ensemble, les députés bretons ensemble. Les députés bretons, d'ailleurs, vont créer le Club breton, qui est un des plus gros clubs politiques de la Révolution française, et qui deviendra plus tard le Club des Jacobins. Et comme ça, on va voir se croiser non seulement des députés, mais également
des grands, des grandes figures de la Révolution qui, pour l'instant, ne sont pas encore députés. Alors, je pense notamment à Danton et à Marat, qui jouent un rôle très important au sein d'un club qui s'appelle le Club des Cordeliers. Il y a plein de clubs comme ça qui vont fleurir et où se fréquenteront non seulement des députés, mais aussi des personnes qui ne sont pas députés, comme je disais, mais qui, selon le montant de l'adhésion, vont accueillir une population plus ou moins ouverte ou plus ou moins fermée. Par exemple, le club des Jacobins aurait un taux d'adhésion assez, enfin, un montant d'adhésion qui sera un petit peu plus élevé, donc il va faire le tri un peu des populations les plus populaires, tandis que le club des Cordeliers, lui, va être beaucoup, beaucoup plus ouvert à une frange de la population beaucoup plus populaire. Et on voit comme ça plein de petits clubs éclore entre 1789 et 1790 et qui joueront un rôle primordial, c'est-à-dire qu'on aura des gens qui sont même pas citoyens qui iront dans ces clubs, on aura des députés, on aura de grands orateurs et tout le monde débattra sur ce qui est en train de se passer à l'Assemblée, on critiquera les lois, on les adulera, on les encensera, on fera tout son possible pour jouer de son poids politique, notamment parce qu'il y a des députés au sein de ces clubs, et qu'on va essayer aussi justement par la ferveur populaire ou par la ferveur du regroupement, essayer de peut-être faire basculer les choses pour un camp ou un autre pendant la Révolution et les débats à l'Assemblée. Il y a le club de l'hôtel Massiac, le, le club breton qui deviendra le club des Jacobins, le club des Feuillants, le club des Cordeliers. On a également le salon de l'épouse de Roland, la société des amis de la Constitution. On a tout plein de clubs comme ça qui vont finalement se démocratiser et qui vont avoir un impact sur la vie politique de l'époque. Il n'y a pas que les clubs en revanche, il y a aussi les sections électorales. Là encore, et ça remonte justement à ce qu'on disait au début sur le système de vote, hein. Et ben, par exemple, Paris, pour voter, enfin pour élire ses députés qui devaient aller à Versailles, Paris a été divisé en sections électorales. Et le truc, c'est que ces sections électorales ne disparaissent pas une fois que les États généraux ont commencé. Au contraire, elles vont vivre encore plus. Parce que c'est un, c'est un centre de regroupement politique, hein. Paris est découpé en plein de sections. Et dans ces sections, ça bouge beaucoup, hein. C'est-à-dire que on vient demander des comptes ici parce qu'on a élu des députés et qu'on aimerait bien qu'ils fassent un peu ce pourquoi on les a élus. Et on va voir comme ça, justement, dans les sections, hein, qui vont former plus tard ce qu'on appelle la Commune de Paris, on va voir comme ça aussi des personnages très influents, comme Danton et Marat, par exemple, dans leur section électorale. Et en dernier point, l'un des pouvoirs politiques qui va prendre du poids pendant cette révolution, c'est la presse. On l'a vu tout à l'heure pendant la Déclaration des droits de l'homme, on déclare la liberté de la presse. Et ça va avoir un impact énorme sur, sur le reste de la Révolution parce que la presse va considérablement orienter l'opinion. Marat, par exemple, dans Son ami du peuple, va critiquer vertement certaines décisions de l'Assemblée, va dénoncer les traîtres. Camille Desmoulins aussi, dans ses révolutions de France et de Brabant, en fera de même et vont amener parfois à des situations qu'aucune assemblée n'aurait pu proclamer, si ce n'est eux dans leurs journaux. Donc on voit justement que là, on a des pouvoirs officiels, l'Assemblée et le roi, qui vont finalement être orientés aussi par d'autres forces, comme les clubs politiques, les sections électorales et les journaux, la presse. On parle de tout ça la prochaine séance. La prochaine séance, ce sera le 31 mars 2023 à 18h30 au centre social de la Turbine du quartier du Belvédère à Talent. On abordera la fin de l'année 89 et l'année 90 dans son entièreté. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à venir en présence parce que si personne ne vient en présentiel, je ne pourrai plus faire les conférences. Et si je fais plus les conférences, je ne peux plus vous les mettre sur Internet. Donc n'hésitez pas à venir pour donner un peu de force. Et on a de quoi boire, on a de quoi manger. C'est toujours dans une bonne ambiance. Donc vous êtes les bienvenus et n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous en avez la possibilité. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À la semaine prochaine. Et puis, je vous laisse comme d'habitude une petite bibliographie
histoire de, histoire de se faire un peu de lecture d'ici la prochaine séance. Bonne journée à tous.